Si vous êtes en train de m'écouter sur un téléphone, une tablette ou un ordinateur portable, il y a un conflit dans la République démocratique du Congo qui vous concerne. Évidemment, comme n'importe quel conflit, la situation elle est très compliquée. C'est pas dans une vidéo qu'on va être capable de faire une explication complète. Mais on peut quand même parler des grandes lignes pour avoir une compréhension de base. Et pour ça, allons au tableau. Pour commencer, il faut qu'on se situe à peu près au centre de l'Afrique en 1994, dans la région entre trois pays. L'Ouganda, le Rwanda et ce qui s'appelait à l'époque le Zaïre. En 1994, au Rwanda, c'est le génocide. Des extrémistes de l'ethnie Hutu vont tuer entre 500 000 et 800 000 membres de l'ethnie Tutsi et aussi des modérés Hutus qui essayaient de les aider. À la fin du conflit, il va y avoir environ 1,5 million de réfugiés rwandais qui vont se trouver au Zaïre. Là-dedans, il va y avoir des réfugiés, tant Tutsi que Hutu, qui fuient le génocide ou les représailles du gouvernement rwandais. Mais à la fin du conflit, il va aussi y avoir beaucoup de membres des milices génocidaires qui battent en retraite en fuyant les forces de l'ordre du gouvernement rwandais. On avance 2 ans plus tard, en 1996, et le gouvernement du Zaïre, qui est en train de perdre ses appuis occidentaux, est aussi en train de s'effondrer. Le pays tombe en guerre, ce qui fait raviver les tensions ethniques entre les milices et les réfugiés. Ça pousse le Rwanda à envoyer des troupes dans la région. 1 an plus tard, le gouvernement du Zaïre tombe et est remplacé par un nouveau gouvernement. Le pays est renommé la République démocratique du Congo. Mais la région n'est pas entièrement stable. Il reste beaucoup de milices différentes. Il y en a qui sont alignées aux forces rwandaises, certaines qui sont alignées aux anciens génocidaires et d'autres qui sont alignées à d'autres intérêts internationaux. La situation reste instable jusqu'au 23 mars 2009. Cette journée-là, il y a un traité de paix qui est signé entre les forces de la République démocratique du Congo et la plupart des milices alignées au gouvernement rwandais qui restaient dans la région. Selon l'entente, les milices seraient intégrées dans les forces armées de la République démocratique du Congo et leur demande passerait par un nouveau parti politique qui serait créé. Mais 3 ans plus tard, le 4 avril 2012, il y a une rébellion qui commence avec environ 300 soldats anciennement membres des milices. Selon eux, le gouvernement de la République démocratique du Congo ne se tient pas à sa part de l'entente du 23 mars 2009 et ils forment leur propre mouvement de rébellion, le mouvement du 23 mars, ou M23. La rébellion va se terminer le 7 novembre 2013 quand des forces de la République démocratique du Congo, avec l'aide des Nations unies, les repoussent jusqu'en Ouganda. Mais presque 10 ans plus tard, le 20 octobre 2022, les milices affiliées au M23 ont repris une offensive dans le secteur. Qui nous amène à aujourd'hui, où la région est encore contestée, avec une grosse partie du secteur sous le contrôle de M23 ou leurs milices affiliées, et il ne semble pas avoir de résolution rapide en vue. Le gouvernement de la République démocratique du Congo accuse le Rwanda d'appuyer les milices du M23. En partie parce que beaucoup de ces milices-là sont des continuations des milices et des réfugiés Tutsis qui étaient venus au Zaïre après la fin du génocide du Rwanda. Le Rwanda, un pays qui reçoit beaucoup d'aide internationale, particulièrement de l'Occident, nie appuyer les milices. Mais selon les Nations unies, il semble avoir au moins une certaine implication du Rwanda dans le conflit. Mais l'implication de l'Occident finit pas là, parce qu'au nerf de la guerre, c'est que dans la région, il y a énormément de ressources minérales. Particulièrement un minerai important, le coltan, qui est essentiel à la production mondiale de batteries de téléphones intelligents, tablettes, laptops et auto électriques. Chaque fois qu'un groupe ou un autre prend contrôle de la région, il prend aussi contrôle de l'extraction de ces minéraux-là, ce qui sont ensuite vendus dans les marchés internationaux pour la production de nos biens électroniques. Alors, ce conflit-là, veut pas, on est en train de le financer. Ça fait presque 30 ans que la région, où il y a des millions de personnes qui vivent, n'a pas eu une paix stable. Chaque fois que le conflit éclate, c'est la population civile qui en souffre. Présentement, il y a une crise humanitaire à Goma, la plus grande ville dans la région. Normalement, c'est une ville d'1 million de personnes, mais avec le conflit, il y a 1 million de réfugiés additionnels qui sont présentement là. Les milices associées au M23 menacent de prendre contrôle de la ville et s'ils le font, c'est pas clair qu'est-ce qui va arriver. Évidemment, c'est un sommaire extrêmement simplifié. Pensez pas qu'après avoir écouté cette vidéo-là, vous comprenez tout ce qui se passe dans la région. Il y a au-dessus d'une centaine de milices différentes impliquées présentement, qui ont tous des intérêts différents, que ce soit ethniques, religieux ou politiques. Mais malgré ça, c'est un conflit qui est important et qu'on ne devrait pas ignorer.